Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Une émission aujourd'hui avec Bernard-Marie Chiquet. Notre émission, L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Notre émission présente des entrepreneurs, artistes, philosophes. Ces entrepreneurs, artistes, philosophes illustrent la naissance d'esprits libres, hors normes, animés de volonté et construisant avec exigence, conscience et humanité leur rapport au monde. Leur recherche est juste celle d'une vérité intime, souvent inconsciemment généreuse et humaine, universelle. Aujourd'hui, quelqu'un qui apporte un regard sur l'homme dans les organisations. Il initie des débats sur la manière d'entreprendre, de manager, de l'idée, de nous comporter dans les entreprises. Il promeut le modèle de l'holacratie. Un invité, chers auditeurs, qui nous fait une fois de plus entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir, du retour à la quintessence, au renouveau des rêves et des idéaux. Un invité qui représente un changement des manières de voir, de penser et d'agir. Une fois de plus, une fois encore, répéter et répéter, semons, semer, les idées et les comportements simplement humains, doux, beaux, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure. Bonjour, Bernard-Marie Chiquet. Bonjour Yannick Leguerne. Alors vous avez été, on va le voir, vous êtes entrepreneur, vous avez un cabinet de conseil qui s'appelle IG Partner. Vous avez été dirigeant de grandes sociétés. Vous avez travaillé chez Capgemini, Ernst & Young. Vous êtes président fondateur de Rexpert. Et vous avez, à un moment donné, quitté le monde de l'entreprise pour, on va dire, pour changer le monde. Du moins, pour vous changer, parce que vos aspirations avaient changé. Alors, on va voir ça. Vous avez développé et repris un modèle qui s'appelle l'holacratie, qui s'applique aux organisations, au management. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler de vous ? Qui êtes-vous et d'où venez-vous déjà ? C'est qui le petit Bernard-Marie Chiquet ? D'où il vient, où il a été élevé ? Faites attention parce que je suis déjà âgé, j'ai 54 ans, donc ça pourrait être long. Mais si simplement je reprends par rapport à votre présentation, donc effectivement, j'ai commencé la vie active. J'ai commencé par un essai en tant que salarié qui n'a pas duré longtemps. J'ai vite compris que la structure dans laquelle je travaillais en tant que salarié ne me convenait pas. Et donc rapidement, j'ai créé une entreprise. Et comme à l'époque, j'avais pas beaucoup de compétences, que j'étais très jeune, j'ai tout simplement décidé de créer un cabinet de conseil en management. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas de compétences. On fait du management. On devient consultant management. Vous sortez. C'est mon histoire. On m'a demandé mon histoire. De là à généraliser, chacun est libre de le faire ou non. Donc j'ai créé un cabinet de conseil en management. Et moi, par relation, mon premier contrat était un contrat sur la logistique. Je me rappelle très bien, c'était un contrat pour un laboratoire pharmaceutique. Puis ensuite, il y en a eu un autre pour Cartier International, où on m'a demandé de les aider sur l'organisation de leur logistique. Donc la distribution, les camions, les entrepôts, etc. Ça m'a passionné. À cette époque-là, puisque ça date, il y avait assez peu de consultants très sérieux sur le sujet de la logistique. Donc je suis devenu borgne au royaume des aveugles et rapidement expert, puisque c'est ça le chemin sur ces sujets-là. Et puis j'ai rencontré à un moment donné Léo Apothécaire qui est devenu le patron mondial de SAP et qui à l'époque créait la filiale en France. Donc on s'est rapprochés, on a lié amitié, on s'est rapprochés et puis du coup on a fait un bout de chemin ensemble et on a inventé, donc ce cabinet Store Expert, on a inventé à l'époque ce qu'on appelait désolé, ça va être en anglais, Package Enabled Reengineering. Comment réorganiser les organisations à partir d'une nouvelle technologie qui était SAP et qui nous a emmenés, on a surfé. Le cabinet est monté jusqu'à 120, 150 consultants. On était sur des très très gros projets, très gros contrats, des très grands clients, très grands comptes.
qui nous emmenait à l'international. On avait une structure trop limitée, donc on s'est rapproché de Ernst & Young. Et c'est comme ça que je suis devenu, en ce qui me concerne, senior partner, s'il vous plaît, chez Ernst & Young. Voilà, et donc là j'ai continué à intégrer Expert, et ensuite j'ai continué. Beaucoup d'activités chez les clients, j'ai toujours adoré être chez les clients. Beaucoup d'activités de business, de développement commercial. Et puis ensuite, lorsque Ernst & Young, la branche conseil en management s'est vendue à Capgemini, je suis arrivé chez Capgemini. Là, j'ai enchaîné d'autres challenges. La fusion du conseil en management en 2001 entre les Bossards, appelés Gemini Consulting, d'un côté 1000 consultants et de l'autre côté les 700 de Ernst & Young, ce qui m'a occupé au début. Et puis ensuite, on m'a demandé de me reprendre une grosse filiale qui perdait de l'argent. Donc je me suis transformé en redresseur d'organisation, une entreprise qui faisait 3000 personnes à peu près. Où il y avait du conseil, mais il n'y avait pas que ça. Donc j'ai découvert d'autres business models. Et puis ensuite, je me suis aussi occupé d'outsourcing. Voilà. Et ensuite, pour la première fois de ma vie, chassé par des cabinets de chasseurs, j'ai quitté le groupe. Et ayant vu les limites et j'ai voulu j'ai pris la présidence d'une filiale du groupe Volkswagen que je trouvais à taille intéressante parce qu'elle faisait que 800 personnes, ce qui est beaucoup et en même temps pas tellement par rapport à ce que je gérais. Dans l'intention d'inventer quelque chose de nouveau. Ce qui s'est moyennement bien passé, ce qui fait que du coup j'ai décidé de prendre du recul après. Voilà le virage. Alors revenez peut-être un petit peu là-dessus. Quelles étaient vos insatisfactions déjà dans les organisations et effectivement qu'est-ce que vous vouliez changer, quelle vision vous aviez et qu'est-ce que vous avez réussi ou pas réussi justement à faire dans ce cadre-là? Beaucoup de choses. J'ai toujours été insatisfait dans les organisations, toujours, et dans différentes postures. Salarié, j'allais voir mon boss et je lui disais, écoute, là, on pourrait faire mieux, je suis assez créatif, mais il ne comprenait pas ce que je lui disais. Donc, ok, pas grave, je suis allé voir son boss à lui. Et son boss à lui, il me dit, non, tu ne peux pas me voir, il faut d'abord que tu ailles voir le boss du dessous. Je dis, oui, mais je suis déjà allé voir le boss du dessous, mais il ne comprend pas ce que je lui raconte. Donc, bon, ça a duré 3 mois, 4 mois peut-être, j'ai compris. Donc après, je me suis dit, ok, je vais créer une entreprise et je vais être le président, fondateur, actionnaire. Donc forcément, là, je suis à la bonne position, j'ai personne à aller voir au-dessus. Et là, j'ai eu une première prise de conscience qui était, ok, c'est pas parce que je pense vite et que j'ai des idées, de la vision, tout ce que vous voulez. En tout cas, je m'attribue à moi ces capacités-là, je ne sais pas si je les avais réellement, c'est ce que je croyais à l'époque. De voir des choses et après de les implémenter, demander à une organisation d'implémenter ces choses, c'est deux choses vraiment, c'est pas parce que j'ai l'idée que ça va s'implémenter. C'est plus complexe que ça, une organisation. Donc ça, c'était ma première déconvenue. Et la deuxième déconvenue, c'était de me rendre compte assez rapidement que tout ce que j'avais pu critiquer pendant ma courte période de salarié, j'étais juste en train de le reproduire avec mes propres salariés. Et ça fait mal. Alors, c'est-à-dire, quel travers vous remettiez en place ? Dans une organisation, j'ai beaucoup de compassion à la fois pour les collaborateurs et pour les managers. Si on adopte le point de vue collaborateur, vous voyez des choses, vous avez en holacratie on appelle ça des tensions, on en parlera plus tard peut-être, mais on appelle ça des tensions. Il y a un écart entre ce que je vis dans l'organisation et la façon dont ça pourrait fonctionner. Franchement, il y a un truc qu'on pourrait améliorer, et ce de manière durable. Mon pouvoir de décision n'est pas toujours très clair dans l'organisation. Et donc, je suis obligé d'aller voir un patron, dans le meilleur des cas. Donc, vous êtes dans un grand groupe avec une matrice, il faut aller voir plusieurs patrons, et même peut-être des patrons, pour que de l'idée ou de la tension, vous puissiez arriver à incarner quelque chose, à prendre une décision. Donc, pour faire court, et on peut développer après si vous voulez, mais en gros, la posture de collaborateur dans les systèmes organisationnels conventionnels, c'est-à-dire ceux d'aujourd'hui, est une posture qui, par construction, emmène le collaborateur dans une position où il est souvent dans l'impuissance. Et donc après, et c'est dur à vivre. Moi, j'avais du mal. De s'exprimer, de faire évoluer et d'évoluer. Ouais, de modifier les choses. Moi, j'ai toujours voulu que tout le travail que je faisais soit utile. Et j'ai toujours voulu me sentir utilisé. Une bonne journée, c'est quand je me sens utile et bien utilisé. Et c'était, je dois l'avouer, rarement le cas dans les organisations. Donc il y a cette limite-là du point de vue du collaborateur. Et à un moment donné, il y a tellement de tensions qui ne sont pas traitées que les collaborateurs se résignent. Vous allez dans les organisations aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborateurs qui se résignent. Donc ils ne donnent même pas 10% de leur potentiel. À l'inverse, j'ai énormément de compassion pour le manager. Parce que manager, c'est
À un moment donné de votre carrière, vous êtes amené à quitter un pôle d'expertise ou des expertises, des compétences que vous avez, pour aller vers le management. Le management qui est autre chose. Qui n'a rien à voir. Et qui en plus un job à temps plein. Donc on vous demande de faire, d'arrêter ce que vous aimiez faire pour faire autre chose. Et dans cette autre chose, c'est juste l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Manager, c'est l'enfer. Alors pourquoi c'est l'enfer ? C'est l'enfer parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous apprenez à l'école les principes de base du management qui sont connus depuis longtemps. Du genre, un manager doit déléguer. Qui serait opposé à ça ? Mais entre avoir le principe et la capacité de le mettre en place à travers des outils concrets, waouh ! Et moi, quand j'étais manager, je passais beaucoup de temps à essayer de mettre de la clarté dans un système de délégation qui soit dynamique parce que les choses évoluent. Et même si dans le principe, c'était évident pour moi, nous n'avions pas l'outil, la structure, la façon de le formuler ou de l'expliciter qui permettait et à moi et aux collaborateurs ou aux directeurs de s'entendre de façon explicite sur le niveau de délégation. Beaucoup de travail sur la délégation. Deuxième gros travail d'un manager, c'est de penser à la prochaine réorganisation. Comme on ne traite pas les tensions, on n'a pas de capacité pour traiter véritablement les tensions organisationnelles, j'entends, dans le monde des organisations conventionnelles, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, et puis à un moment donné, il y a des résultats, il y a des signaux qui étaient faibles qui deviennent un peu plus forts, et il est temps de réorganiser. Une réorganisation, c'est l'enfer dans une organisation. C'est l'enfer parce qu'il faut la préparer. D'abord, il faut l'imaginer mentalement. Comment est-ce que c'est possible qu'un être humain, je crois qu'on est à la limite de croire que les êtres humains, aussi membrés fussent-ils au niveau du cerveau, puissent être capables de designer l'organisation de demain. On croit encore que les consultants peuvent le faire et souvent on fait appel à eux. Donc il y a la partie design. Mais une fois que vous avez designé, conçu une organisation cible, il y a la deuxième partie. Les personnes qui étaient là en poste A, B, C, ça change. Comme c'est des personnes qui sont importantes, des hauts potentiels, des high pot, des key people, il va falloir que j'aille les voir. Ça prend du temps pour leur expliquer le truc, un par un, histoire qu'ils me soutiennent. Une fois, le jour où on va appuyer sur le bouton en disant voilà, beau kick-off dans un grand hôtel parisien, on va annoncer la couleur, on va dire que cette fois on a trouvé la super organisation avec un peu de vision, etc. Il faut que ces personnes-là soient déjà dans la confidence, qu'elles soutiennent le projet. Vous appuyez sur le bouton, la nouvelle structure est en place. Enfin, dans le discours. Mais derrière, il y a plein de dégâts collatéraux. Et il faut gérer ça. Les dégâts, on n'a pas pensé à la mise en œuvre, à l'implication, etc. Ouais. À l'émergence même de cette nouvelle organisation. C'est souvent le problème. Alors, par rapport à ces insatisfactions, comment est-ce que vous découvrez l'holacratie ? À quelle occasion ? Par qui c'est créé ? Par Arthur Koestler et par 3 personnes. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est véritablement un modèle d'organisation, de comportement, un art pratique ? C'est quoi ? Alors, c'est une pratique. Comment je vais vous raconter ? Donc, c'est une pratique. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, ça vaut le coup d'aller plus loin. Parce que si j'avais commencé à dire c'est une théorie, sans doute qu'il aurait fallu partir. Pour moi, en tout cas, en courant. C'est une pratique. Comment je suis arrivé là ? Simplement, une fois que, après donc, ce premier parcours qu'on a rapidement brossé, moi j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose à réinventer dans la façon dont les organisations fonctionnaient, dans la structure, et que c'était pas dans une posture de consultant en management que j'allais le trouver. J'ai fait beaucoup de change management, etc. Et c'était quoi l'intuition, justement ? Réinventer quoi ? L'intuition, c'était qu'on restait à la surface des choses. On n'allait pas au cœur. Et puis après, maintenant je peux le dire avec des mots plus simplement, franchement, les organisations, elles n'ont pas bougé depuis Frédéric Taylor. Vous savez, l'époque 1911, rappelez-vous les temps modernes, Frédéric Taylor, l'avènement du mot management avec les managers... Taylorisme, Fordisme... Oui, les managers qui pensent, et puis les autres qui exécutent. Et rappelez-vous Ford qui disait, comment se fait-il qu'à chaque fois que je recrute une paire de bras, il y a un cerveau qui vient avec, juste pour donner l'ambiance. Mais vous allez dans certaines industries en France, on est toujours... Enfin, c'est moins explicite, mais c'est toujours là. Peut-être même dans le milieu du conseil. Là, je vous laisse témoigner de votre expérience. Et donc, il n'y a pas véritablement eu de saut quantique dans les structures organisationnelles. Même s'il y a eu un point d'inflexion, on est d'accord, en 70, avec ce qu'on appelait le Lean Management et Toyota. Même si plus tard, avec l'industrie informatique, il y a eu ce qu'on appelle les méthodes agiles, il n'y a pas franchement eu de saut quantique. Et donc, toutes les difficultés que moi je ressentais,
et que les autres ressentaient. Est-ce que je vous posais la question où je passe, quelles sont les difficultés endémiques que vous rencontrez dans les organisations? C'est toujours les mêmes réponses. Alors, ce sont lesquelles? Ce qui vient, quand je pose la question, premier truc qui vient, n'importe où, quel que soit le secteur, c'est problème de communication, direct, difficulté à prendre des décisions, jeu d'influence, lutte de pouvoir, jeu d'ego, paralysie, bureaucratie, tous ces mots-là reviennent systématiquement depuis 30 ans. Moi, je pose la question depuis 30 ans. Je ne suis pas assez âgé pour la faire depuis plus longtemps. Je pense que c'est encore plus ancien que ça. Depuis 30 ans, c'est la même réponse. Et quels que soient les secteurs d'activité, même si je viens du secteur marchand, je suis allé beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, les ONG, les collectivités, c'est les mêmes réponses, parfois même amplifiées. Qui eût pu croire ça? Et donc la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'en fait, tous ces effets endémiques ne sont que la conséquence de la façon dont les organisations sont construites. Ce sont des effets normaux et naturels de la façon dont les organisations sont designées et sont construites. Donc la question de fond... Alors, c'est-à-dire, quels sont ces germes ou cette vision ou ces paradigmes sur lesquels sont fondées les organisations, les entreprises qui créent ça? La base, c'est la pyramide. Alors, on a beau raconter qu'on a des matrices, tous ceux qui ont vécu les matrices vont sûrement sourire quand je parle, qui ont compliqué les choses, mais la base, c'est le modèle pyramidal hiérarchique où l'organisation est fusionnée avec les êtres humains. La preuve, vous prenez un organigramme qui n'est pas respecté dans la pratique, c'est encore autre chose, mais vous prenez un organigramme, vous avez des cases, et dans les cases, vous avez des personnes, vous avez des noms de personnes. Plus vous allez en haut, d'ailleurs, c'est plutôt genre masculin en haut, pas toujours, de moins en moins, on l'espère, mais il y a des noms dans les cases, ce qui veut donc dire qu'il y a une confusion. Il y a une fusion. J'allais dire quelque chose, je ne vais pas le dire. Il y a une fusion entre l'être humain et la structure et l'organisation. À mon avis, c'est de là que ça vient. C'est que en 1911, rappelez-vous, c'est les organisations qui faisaient le marché. Elles avançaient plus vite que leur environnement. Rappelez-vous Ford, parce qu'on le citait tout à l'heure, il disait tu peux acheter la voiture que tu veux à condition que tu prennes une voiture noire. Imaginez PSA ou Renault dire la même chose aujourd'hui, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé en un siècle? Il s'en est passé des choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'environnement, aujourd'hui, va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que l'évolution, que la vitesse d'évolution des organisations. Et là, je parle que d'environnement, on pourrait rajouter aussi de l'évolution des consciences, qui est le même problème avec la génération Y. Ce qui fait dire... Alors, on en a parlé dans une émission précédente, mais vous pourrez justement nous apporter votre regard. Quelles évolutions, quelles trends, quelles tendances vous voyez, vous décortiquer, vous voyez apparaître et se mettre en place dans ce domaine? C'est quoi la génération Y dont on parle tant? Est-ce que c'est vraiment la génération Y par rapport à la génération X, par rapport à la génération précédente? Est-ce qu'il y a une recherche de sens, des valeurs derrière, des aspirations nouvelles, des comportements nouveaux? C'est quoi pour vous les traits majeurs? Oui, alors sans rentrer dans la définition de la génération Y, je ne suis pas un pro de ça. J'ai utilisé ce terme-là. Ouais. En fait, ce que j'observe, c'est que les comportements, je ne suis pas le seul, les comportements des personnes dans les organisations ne sont pas du tout les mêmes. La façon de voir les choses, les gens sortent d'une forme d'illusion. Si je reprends à 2 générations, il n'était pas rare que les personnes restent toute leur vie dans une organisation. J'ai mon beau-père, il a fait toute sa vie chez Citroën, super. Maintenant, plus personne n'y croit. Il y avait une espèce de contrat entre l'organisation, contrat social, entre les employés et l'organisation. C'est parti, ça n'existe plus. Donc il y a tout un pan qui est tombé. Il y a eu aussi la fin d'un rêve, de croire, encore que, on le trouve encore, je suis frappé de voir ça. Dernièrement, on m'a dit « Waouh, le nouveau PDG qu'on a dans ce groupe-là, super, il a de la vision. » Sous-entendu, il va nous sauver, c'est l'homme qu'on attendait. Donc on est ce mythe du héros, le PDG qui a de la vision, qui a une super équipe et qui va emmener tout le monde et qui sait voir en 2025 ou en 2030. Là, on revient à la vision schumpeterienne de l'entrepreneur ou du manager tout puissant, mythique. Oui, et qui sait tout. Et qui est dur omniscient, omnipotent. Oui. Il y a moins en moins de gens qui croient à ça. Tant mieux. Et les gens recherchent ça peut-être dans les organisations. Alors, il y a les deux. Eu avec Apple, Steve Jobs. Ouais. Il y en a toujours qui recherchent, mais il y en a beaucoup qui n'y croient plus. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'y crois plus. Et en plus, le fait de ne pas y croire, ça les soulage. Parce que j'ai été dans cette position de grand patron où je ressentais... C'est ça, j'adore avoir tous les points de vue en même temps. Je ressentais la pression. Vous êtes patron, vous êtes là pour un redressement. Vous avez été choisi parce que, soi-disant, vous avez de la vision et parce que vous êtes hyper compétent. Et donc, vous êtes attendu à prouver tous les jours
que vous savez traiter tous les problèmes de la boutique. Et ça, c'est une pression. Et du coup, ça agit sur le patron qui se sent obligé d'aller faire des choses juste pour montrer. Bon, il est temps qu'on arrête ce jeu. Ça marche pas. Alors, comment l'appréhension de ces nouveaux comportements, de ces dysfonctionnements, de ce qui vous semble insatisfaisant, vous conduit à l'holacratie? Donc, ayant, à un moment donné de ma vie, il y a 8 ans ou 9 ans, je suis sorti, j'ai arrêté ce sport d'être dirigeant. Pour me dire... c'est plus possible. Maintenant, pourquoi? Ça correspond à quelque chose dans votre vie, à une période particulière ou... Oui, il y a eu... Bon, c'est lié à quoi? C'est difficile à dire. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées à peu près en même temps. Je crois qu'il y a des... il y a eu, sur le plan personnel, il y a eu des choses où j'ai eu à vivre l'expérience d'une... comment dirais-je, d'une difficulté dans la gestion de la crise d'adolescence. Quelle arrogance quand je parle. je me moque de moi en permanence, j'adore. Dans la gestion de la crise d'adolescence de mon fils aîné, où on a eu une altercation tous les deux. Et là, j'ai été foudroyé net parce que j'ai pris conscience instantanément que j'étais en train de reproduire exactement ce que j'avais essayé de ne pas reproduire. Je m'étais dit, parce que j'ai 5 enfants, juste pour la petite histoire, donc je suis issu d'une famille de 4, j'étais l'aîné. Ma crise d'adolescence était chaude, comme tout le monde, normal. Et je me suis dit, le jour où je vais avoir des enfants, j'en voulais 5, le jour où je vais avoir des enfants, je vais faire exactement différemment de ce que moi j'ai vécu. Et pendant, donc, il avait 16 ans, donc pendant 16 ans, j'étais persuadé de faire différemment. Et le jour où il y a eu cette altercation, waouh, ça m'est arrivé de manière extrêmement brutale. Ok, non seulement je suis en train de reproduire, mais en plus, je pense que j'ai amplifié le truc. Alors là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, waouh. Quelle était votre conception justement de l'éducation ou de qu'est-ce que vous avez transmis ou pas réussi à transmettre? Vous étiez dans quelles illusions? J'étais dans l'illusion. J'étais dans l'illusion de faire ce qui était bien pour mes enfants indépendamment de moi. En réalité, j'ai passé ma vie, enfin en tout cas ces 16 premières années avec Benjamin, il s'appelle Benjamin, le fils aîné. Pour d'autres raisons, c'est notre histoire. En fait, j'ai projeté un maximum, mais je ne me rendais pas compte. J'étais inconscient de toutes les projections. Donc par les projections que j'avais sur lui, ça a amené cette crise d'adolescence et du coup j'ai compris ce que c'était qu'une crise d'adolescence. C'est juste, et c'est pareil que l'holacratie dans les organisations. Donc si vous permettez que je vous explique la crise d'adolescence, du coup on explique les organisations, c'est pareil, ça marche pareil. Une crise d'adolescence, il m'en a fallu donc 4 parce que le dernier il a encore 14 ans, il n'y est pas tout à fait, pour commencer à apprendre. Une crise d'adolescence vue de ma fenêtre, c'est juste, à un moment donné, c'est assez long chez les êtres humains, quelle drôle de race. Mon fils, en l'occurrence, il est devenu tout rouge. Il a commencé à parler violemment, etc. Et en fait, il était habité par une énergie. Et cette énergie, très forte, quand je le voyais, il était tout rouge, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie. Cette énergie, pour moi, n'est que la manifestation de quelque chose de plus grand, de plus fort. Vous l'appelez l'évolution, la vie. Allez, restons simples. Appelons ça la vie, l'évolution. Tout passe par l'évolution. Et cette énergie, lui ne savait pas la gérer, et moi non plus. C'est pour ça que ça a clashé. Et en fait, cette énergie, si vous voulez, c'est juste une énergie évolutive pour permettre à mon enfant, enfin à mon ado, vous voyez la construction déjà, à mon adolescent, de sortir de l'orbite familiale pour aller vers son orbite à lui. Donc il y a un processus de différenciation qui est juste un processus banal dans l'évolution de la vie en général. Ce processus de différenciation, ça passe par beaucoup d'énergie. Reprenez les satellites. Un satellite, quand vous le laissez sur une orbite géostationnaire, ça ne coûte rien. Si vous voulez le faire changer d'orbite, il faut mettre un paquet d'énergie. Mais c'est pareil pour moi, la crise d'adolescence, c'est comme ça que je la vois. Donc les autres, m'en a fallu. La deuxième, je n'ai pas encore tout à fait capté. La troisième, c'était mieux. La quatrième, beaucoup mieux. J'attends la cinquième, voir si j'ai vraiment bien géré. Et donc, alors, le parallèle, vous faites entre cette crise d'adolescence, ce moment donc des choses personnelles vous arrivent, vous font prendre conscience de votre propre rapport finalement à l'autre, et vous découvrez l'holacratie. Oui. Comment ça se passe? Donc, en fait, je reviens. Donc, j'étais sur une intuition forte que il y avait plein de choses que je ne savais même pas que je savais pas, qui pour moi, c'est vraiment là que j'ai fait ce virage-là. Je crois que c'est. J'avais pas pensé à ça là. C'est vos questions qui m'amènent là. J'ai pris conscience. Je crois que c'est ça qui a fait le virage. Qu'il y a des choses que je ne sais pas.
Et là, pour moi, c'était un shift énorme sur tous les plans de ma vie. Et notamment, donc du coup, je me suis dit, mais c'est pas dedans, c'est pas en étant dirigeant, consultant en management que je vais trouver quelque chose. On reste en surface. Avec toutes ces belles techniques qui ont été développées ces 30 dernières années, on reste trop à la surface des choses. Donc je suis sorti pour avoir une chance de trouver. Et donc je suis sorti, j'ai créé un institut de recherche dont le but c'était de rechercher de nouvelles façons de structurer les organisations pour faire le post-Taylor. Il était temps. J'ai donc expérimenté plein de choses parce que je suis plutôt un bosseur et en plus passionné par ce sujet-là. Donc tout ce qui est intelligence collective, la sociocratie, plein de trucs, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et à un moment donné, voyant les limites de tout ça, vraiment, et je suis allé à fond sur tout ce que je viens de vous citer, en voyant les limites de tout ça, est arrivé, vous savez, il y a la phrase que j'aime beaucoup, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et donc dans ma vie, comme par hasard, est arrivé l'holacratie, qui venait juste d'apparaître. Alors, c'est quoi l'holacratie? Alors, que signifie le mot? Par qui c'est fondé? Et quel est le contenu? Ou le contenant, je ne sais pas. Bon, l'holacratie, c'est un mot... Enfin, moi, j'apprécie pas beaucoup le mot, il n'est pas très parlant, mais enfin, bon, on est obligé de faire avec, parce que c'est un mot qui a été inventé, vous n'avez pas le trouver au dictionnaire. Donc, c'est un mot qui a été inventé par 3 personnes. 2 mots d'histoire... il y a 4 et 7, donc 11 ans, 3 personnes ont fait le constat que c'était juste pas possible pour elles de travailler dans les organisations. Il se trouve que c'était des informaticiens, méthodes agiles, etc. Ils se sont dit, non, il faut qu'on trouve, eux ils disent, better way. On doit trouver une meilleure façon de gérer les organisations. Et donc ils se sont dit, plutôt que de faire je sais pas quoi, on va en créer une vraie, confrontée à la vraie vie, à la vraie réalité, avec les salaires à payer fin de mois, avec les clients, avec les fournisseurs, etc. Mais il était clair pour eux 3 que l'objectif de cette organisation, c'était vraiment de trouver une autre façon de faire. Et donc, ils ont essayé plein de trucs de manière extrêmement pragmatique, comme un enfant, de façon agile. Ils ont pris des trucs à droite, ils ont essayé, ça marche, on garde, ça marche pas, on jette. Et au bout de 7 ans, ils s'en sont pas rendus compte, mais leur environnement leur a envoyé plein de signaux de reconnaissance. Alors, on est aux États-Unis, il y a plein d'awards. Donc, ils avaient l'award de la société qui croît la plus vite dans la région locale. Ils avaient l'award de la place où il fait bon travailler. Ils avaient tous ces awards-là. Et ils ont eu plein de signaux de reconnaissance qui leur a fait prendre conscience que, on a fait quelque chose. Il y a un truc dans nos pattes, là. C'est peut-être le temps de le nommer. Donc, ils ont appelé ça holacratie. Et en même temps, ils ont créé une entreprise qui s'appelle Holacracy One, pour continuer à développer ce truc qu'ils viennent baptiser holacratie et de le diffuser sur la planète Terre. Et ça, c'était il y a 4-5 ans. Voilà pour l'histoire. Donc, holacratie, c'est un mot inventé. Ça veut dire quoi? Ouais. Holacratie. En grec. Holacratie, c'est la contraction de 2 mots. Holarchie, d'un côté, et cratie de l'autre côté. Alors, cratie, tout le monde connaît. Autocratie, démocratie, théocratie, tout ce que vous voulez. Donc, c'est la gestion du pouvoir. Le pouvoir, le système. Le pouvoir, le système. Et le holarchie, c'est une nouvelle forme de structure. Donc, c'est une alternative qui intègre les capacités de la structure pyramidale hiérarchie qu'on connaît depuis un bout de temps, tout en développant d'autres capacités. Et c'est une structure qui est naturelle, que vous trouvez dans la nature. C'est-à-dire vous êtes, Yannick, un parfait exemple d'holarchie. Permettez-moi de vous le dire aujourd'hui. Je suis le monsieur Jourdain de l'holacratie. Oui, des atomes, j'y étais, je me rappelle très bien, des atomes un jour se sont rencontrés et se sont dit, waouh, on va contribuer à une œuvre énorme qui s'appelle Yannick. Merveilleuse, allez-y, merveilleuse, qui s'appelle Yannick Le Guern. Ils sont regroupés, ils ont fabriqué des molécules. Et puis ensuite, les molécules se sont regroupées, toujours attirées par cette raison d'être, ce projet magnifique, Yannick Le Guern. Ils ont fabriqué des cellules. Les cellules se sont regroupées, ont fabriqué des organes. Les organes se sont regroupés et ont fabriqué ce merveilleux corps d'athlète que je vois en face de moi. Exactement. Vous êtes donc un exemple, Yannick, de l'holarchie, moi aussi, et tout le monde qui nous écoute également. Donc l'holarchie, et je vous ai pris vous comme exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quel animal, quelle plante verte. Tous les éléments dans la nature sont basés sur une holarchie. C'est une structure à plusieurs niveaux, donc il y a une structure d'ordre pour passer à l'échelle. C'est pour ça qu'on a besoin de ça dans les organisations, parce qu'il faut qu'on passe à l'échelle. Il n'y aurait pas besoin de passer à l'échelle, on n'aurait pas besoin. Dans lesquels il y a plusieurs niveaux. Et la particularité ou la caractéristique de cette structure, c'est que le niveau supérieur, on appelle ça des holons, atomes, molécules, cellules, on appelle ça des holons. Et je vous réfère effectivement aux travaux d'Arthur Koestler. Et chaque niveau inclut bien sûr le niveau précédent, mais plus que ça, il transcende le niveau précédent. C'est-à-dire que les propriétés attachées au niveau supérieur sont bien plus que la somme des propriétés du niveau inférieur.
de nouvelles capacités non imaginables au niveau du dessous s'actualisent au niveau du dessus. C'est basé quasiment sur la spiritualité traditionnelle et l'ésotérisme sur la formation du monde. Certains pourraient dire ça, parce que c'est vrai que souvent on me dit, c'est intéressant avec l'holacratie, que ça inclut et transcende tellement de choses que des gens qui ont développé des spiritualités viennent me voir et me dire « Waouh, mais c'est très bouddhiste, l'approche de l'holacratie. » C'est pas comme ça que c'était fait. Et c'est ça qui est super, c'est que c'est vraiment une pratique qui cherchait simplement un truc très basique. Il n'y avait pas du tout d'aspiration. C'est pas quelqu'un à son bureau ou en méditant qui s'est dit on va pondre quelque chose de formidable pour le monde. Transcender, pas du tout. Non, c'est très empirique. Donc ça n'a pas d'origine ésotérique ou je sais pas quoi, spirituelle. Ça n'a pas d'origine théorique. C'est un truc qui est basé sur la pratique. Ce qui fait d'ailleurs la difficulté, parce que ce dont on va parler là maintenant, c'est comme si je vous expliquais le judo, sauf qu'on n'est pas sur un tatami. C'est toute la difficulté de. Alors expliquez-moi le judo et l'holacratie. Alors essayons quand même. On va essayer. Vous avez enfilé votre kimono. Allez-y. Attention, je suis ceinture noire. Ah, ok, cool. L'holacratie, c'est donc, pour partir, on pourrait démarrer tout simplement par dire que c'est un système d'autorité distribuée. Prenons un exemple, ce que je veux dire par système d'autorité distribuée. Un exemple concret que je vis dans une société de transport qui met en place l'holacratie. Ça fait 9-10 mois maintenant qu'on les accompagne. Donc c'est une société de 300 personnes et qui a des camions, qui fait du transport. Et leur façon de croître ou de se développer, ça passe par des acquisitions d'entreprises plus petites. Donc le PDG de cette société passe son temps à faire des acquisitions, en tout cas à rechercher des acquisitions possibles sur le marché. Et il y en a beaucoup en ce moment. Et donc, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'à chaque fois qu'il achetait une société, il revenait et il revenait avec les camions. Il revenait avec les camions, il revenait avec tout, les chauffeurs, les camions, plus les actifs, etc. Dans cette organisation, sous le PDG, il y a un comité de direction. Dans ce comité de direction, il y a un directeur qui est le directeur du parc. Ce qu'on appelle le directeur du parc, c'est celui qui dirige l'atelier pour réparer les camions et tout le parc des camions. Donc autrefois, à chaque fois que le patron faisait une acquisition, il récupérait des camions dans un état pas possible, parce qu'évidemment, une société qui est en train de mourir, c'est pas une société qui investit beaucoup dans l'entretien des camions. On met en place de l'holacratie. Et on explique, toi, directeur du parc, à partir de maintenant, tu as l'autorité, donc c'est un système d'autorité distribué, tu as la délégation, tu as l'autorité du parc, tu es propriétaire du parc, bien sûr pour le compte de l'organisation, au service de la raison d'être de l'organisation, mais tu as l'autorité du parc, ça t'appartient. Prochaine acquisition, après qu'on ait eu implanté l'holacratie, le PDG revient avec une nouvelle acquisition, avec des camions, je crois qu'il y avait 22 camions de mémoire, et le directeur de parc, qui s'appelle Jean-Yves, lui dit bon, désolé, je prends pas tes camions, tu peux te les mettre dans ton jardin, en tout cas ils rentrent pas dans l'atelier, c'est sûr, t'en fais ce que tu veux, mais moi j'en veux pas, parce que si je les prends, ça va vraiment mettre la pagaille dans mon atelier, ça va nous coûter beaucoup plus cher que si on en achetait des neufs, etc., etc. Et donc, je ne les prends pas. Alors, on pourrait se dire, waouh, c'est impertinent. Pas du tout. Parce que le PDG, quand il était sa réaction, j'étais là quand ça s'est passé, est ravi. Ça prouve que la bascule était faite. Donc, le PDG a dit, waouh, merci de me le dire. Parce que je n'avais pas cette conscience-là. Je n'avais pas cette compétence-là. Et donc, dorénavant, maintenant, ils ont changé la gouvernance. C'est-à-dire que dorénavant, ce PDG qui continue à faire des acquisitions, il va plus traiter le dossier tout seul, il va tout de suite demander l'avis, à chaque fois il va demander l'avis au directeur du parc, en lui disant « Hey, regarde le parc là, on le prend pas » et qu'il intègre ça dans ses éléments de négociation. Voilà ce que j'appelle un système d'autorité distribuée. L'autorité est vraiment distribuée et où le patron est dans les lois et non pas hors dehors les lois. Dans le modèle conventionnel, le patron il est hors la loi. Et il impose. Là il propose, il discute, on ouais. coopère, comment est-ce que vous... Oui, on coopère. Baptisez ça, enfin qu'est-ce qui se passe alors ? Il se passe simplement que chacun dans une organisation en holacratie est affecté à des rôles. Et on reviendra sur la notion de rôle parce que c'est vraiment l'entité de base. Il y a un code ADN qui permet de faire tous les niveaux de complexité. Donc vous êtes affecté à des rôles, je suis affecté à des rôles. Maintenant, Yannick, dans vos rôles, vous êtes le leader. Moi, je suis suiveur et vous n'avez aucun boss. Vous prenez toutes les décisions, vous avez toute l'attitude pour prendre toutes les décisions dans le cadre de votre périmètre, dans le cadre de votre autorité qui est particulièrement précisée dans le code ADN du rôle qu'on développera ensuite si vous voulez. Donc je suis suiveur. En revanche, lorsqu'il s'agit d'activités qui sont dans mes rôles, vous êtes suiveur. Et c'est moi qui ai l'autorité.
C'est juste ça qui se passe. Donc il y a plus cette notion de haut qui décide sur le bas. Il y a juste maintenant quel est le travail qui est à faire pour que l'organisation manifeste sa raison d'être. Avec une reconnaissance de la compétence de chacun, de l'expertise, avec... Bien sûr, tout ça reste, bien sûr. On va affecter, il y a un processus d'affectation des personnes au rôle et on va affecter les personnes qui ont la meilleure compétence par rapport au rôle. On va chercher la meilleure adéquation entre un rôle et une personne. Donc plus de reconnaissance, justement, plus d'autonomie qui est donnée, plus de sentiment d'appartenance à quelque chose, justement, qui transcende peut-être, mais dans lequel on a sa part. Il y a plein de choses dans ce que vous dites. Oui, alors, parce qu'il y a deux points de vue là importants, il y a deux perspectives en même temps. Il y a la question, effectivement, du collaborateur. Pour la première fois, d'ailleurs, il n'y croit pas au début. Au début, il n'y croit pas. Pour la première fois de sa vie, il a un espace, il a un terrain de jeu, il connaît les limites, il connaît les règles du jeu. Il n'a aucune raison de rester dans l'impuissance. S'il reste dans l'impuissance, ça arrive, on a des victimes professionnelles dans les organisations. Il a choisi de le faire, ça n'échappe à personne, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Donc il faut un peu de temps, les personnes, pour qu'elles comprennent « Ah, j'ai un terrain de jeu, je peux commencer à créer, je n'ai pas besoin de demander l'avis, je peux faire preuve d'initiative. » Donc ça, c'est le point de vue du collaborateur. Pas toujours facile. Au début, il n'a pas conscience que c'est un terrain de jeu peut-être. Est-ce qu'il prend ça pour un bastion ou un précaré ou un territoire justement sur lequel il a la main mise? Et après, vous lui expliquez que ce n'est pas ça justement, c'est un terrain de jeu, d'expression et de créativité. C'est les deux. Vous savez, la race humaine n'est pas très éloignée d'autres races. Et si vous avez la race animale, les territoires, ça existe. Reconnaissons humblement que la race humaine en est au tout début. Territoire, enfin, si vous me parlez à moi, ce dont j'ai souffert dans pas mal d'organisations, c'est de ne pas avoir un couloir, j'appelais ça couloir aérien, mais c'est une façon plus évoluée de parler de territoire. Moi, j'ai besoin d'un territoire pour m'exprimer. Un peintre a besoin d'une toile pour s'exprimer. J'ai besoin d'un territoire, j'ai besoin de contraintes, mais j'ai besoin d'avoir un territoire et des règles et un espace où vraiment je peux y aller. Je pense que ça répond à ça. L'autre aspect qui est important, que je n'ai pas encore développé, qui est fondamental pour que vous ayez une chance de capter ce dont on parle maintenant, c'est que l'organisation, et là peut-être c'est le plus important, l'organisation, elle est vue comme un être vivant doté de sa propre identité. Un écosystème, un système. Imaginez, vous connaissez la race des animaux, vous connaissez la race des êtres humains. Imaginons qu'il y ait une race qui s'appelle la race des organisations. Et c'est comme ça que moi je les vois. Et c'est la race que j'aime beaucoup, je les adore. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Donc, voyez l'organisation comme un être vivant doté de sa propre identité. Dans les théories, on appelle ça l'écologie des populations et des entreprises. Effectivement, c'est vu comme des systèmes basés un peu comme des cellules, des êtres vivants qui vont naître, vivre et mourir. Absolument. C'est le sociologue des organisations qui parle. Cool, super. Ça va loin ce que je viens de dire. Bien sûr que cet être vivant, il est fusionné avec le fondateur au début, de la même manière que la mère et l'enfant sont fusionnés. Quand la mère porte son enfant, l'enfant est fusionné avec la mère, c'est une évidence. Même process. Moi, j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie. Les entreprises, mes bébés étaient fusionnés avec moi. Et je vois bien avec AGI Partners, qui est la société dans laquelle je suis, je le sens bien, ce processus de différenciation pour la première fois de ma vie. Donc, supposons que les organisations soient des êtres vivants, enfin, appuyons-nous là-dessus, voyons-les comme tels, et du coup, la question maintenant, c'est de comprendre que si cette organisation, elle va se développer, et elle va se développer comme un être humain, avec des organes, elle va se fabriquer un type digestif avec des organes, et c'est ce qu'on appelle des rôles, et on n'a pas parlé d'être humain. Il y a une relation extrêmement forte entre les êtres humains et les organisations, comme il y a une relation forte entre les bactéries qui sont dans votre corps, qui ne sont pas vous, Yannick. Je crois que vous avez 10 puissance 12 ou 15, je ne me rappelle plus du chiffre, bactéries, plus que de cellules, qui ne sont pas vous. Sans bactéries, vous mourrez, et réciproquement. Donc, on ne peut pas dire que vous avez vos bactéries. Donc, il y a bien deux races. Il y a la race des bactéries et la race des humains qui vivent en interdépendance. Mais pourtant, les bactéries ne sont pas les êtres humains. C'est pareil avec les organisations, si vous me permettez cette métaphore, je ne sais pas si elle part. Les organisations ont besoin des êtres humains, et les êtres humains ont aussi besoin des organisations. Donc, le processus qui va nous permettre de passer à un nouveau modèle, un saut quantique en termes de technologie organisationnelle et managériale, c'est de différencier la structure, l'organisation d'une part, des êtres humains d'autre part. Bien sûr, au bout de course, il va y avoir des humains qui vont être affectés, qui vont mettre leur énergie dans des rôles. Mais quand on parle de rôle en holacratie,
on parle d'une entité organisationnelle, comme une cellule biologique. C'est une entité organisationnelle indépendante. Une fonction à adopter ou à faire pour assurer le développement un travail à effectuer, du tout. Oui, une activité, un travail à effectuer pour que le tout, c'est-à-dire l'organisation puisse manifester ce qu'on appelle la raison d'être, mais concrètement, tous les potentiels qui lui sont accessibles, parce qu'il y a une infinité de potentiels, si on s'ouvre à ça, qui lui sont accessibles à elle et elle seule, parce qu'elle a les ressources, les compétences, les moyens, les actifs pour pouvoir actualiser ses potentiels. Donc en fait, on peut dire que la différenciation de l'organisation est très importante en holacratie. C'est ça qui permet de faire le shift, parce que rapidement, les personnes ne se prennent plus pour leur rôle. Il y a une différenciation entre les personnes et leur rôle. Et donc, du coup, on va sculpter. Et alors, ça permet quoi, ça ? Ça permet de sculpter l'organisation, le design. Je reviens, vous savez, le stress que j'avais quand je restructurais, que j'étais patron. Ça revient, en fait, à mettre en place un processus de gouvernance qui va s'occuper. On va ajouter, si vous voulez, dans une organisation, une réunion, 2 heures toutes les 6 semaines, pas grand-chose. 2 heures toutes les 6 semaines, pour ce qu'on appelle la réunion de gouvernance, avec cette nouvelle discipline. Alors, je vais essayer de vous rendre sexy le mot gouvernance, pas facile. La gouvernance, ça va être justement est définie en holacratie comme une matière, une nouvelle matière. Vous avez appris les maths et le français, une nouvelle matière. Et il y a des entités, ce qu'on appelle des rôles, avec un code ADN en 3 éléments. Et ensuite, il y a des opérations, il y a des règles qui permettent d'opérer sur les rôles. Ça, c'est la gouvernance. 2 heures toutes les 6 semaines. Au cours de cette réunion de gouvernance, en fonction des tensions ressenties par l'organisation. Parce que si mon adolescent il ressent des tensions, si vous ressentez des tensions, puisque l'organisation est un être vivant, l'organisation ressent également des tensions pour évoluer. Donc il faut libérer ces tensions ou recanaliser l'énergie. Oui, il faut transformer. En fait, c'est une énergie libre, les tensions, c'est formidable. Je cherche des énergies, il y en a une là. Ces tensions-là sont, en holacratie, sont vues comme un carburant qui va alimenter des processus de transformation de ces tensions en évolution de l'organisation elle-même. La partie organisationnelle, pas la partie être humain, la partie des rôles. Donc on va designer l'organisation avec les tensions qu'elle ressent. Ça va loin, parce que, juste pour les auditeurs, concrètement, pour illustrer ce que ça pourrait apparaître abstrait, c'est très concret. Ça veut dire que le lundi matin, quand vous vous pointez au bureau pour faire votre job, non seulement vous continuez à avoir les tensions que vous aviez le week-end avec madame ou monsieur, les enfants, la banque, je sais pas quoi, mais en plus... se rajoute une autre couche. Absolument, parce que l'être humain, c'est un véhicule extraordinaire pour capter les tensions. Donc le lundi matin, quand vous passez le seuil de la porte du bureau, vous commencez à capter des tensions qui ne sont pas les vôtres, qui sont des tensions de l'organisation. Et rien que ça pourrait soulager beaucoup de personnes. Je pourrais vous raconter plein, notamment dans la RH. À chaque fois, ils aiment bien entendre ça, parce que c'est l'aspirateur à tension, la RH dans les organisations, puisqu'on ne traite pas les tensions dans les organisations. Il faut bien qu'elles passent quelque part, ça va à la RH. Alors comment on fait ? Donc, on apprend. Donc, première redevabilité, on parle de redevabilité pour quelqu'un qui est affecté à un rôle, donc qui fait partie d'une organisation, c'est de ressentir des tensions d'organisation. Et donc, d'amener ces tensions dans des réunions. Et ces réunions vont modifier l'organisation, donc cet espace de gouvernance, on va sculpter l'organisation au fur et à mesure des tensions. Donc si je reviens vous rappeler à mon collaborateur que j'étais quand j'étais salarié, que je voulais changer des choses, là, du haut de mes 22 ans, ou je sais pas quel âge j'avais. On a tous fait ça. Oui, hyper arrogant. Mais enfin, c'était pas une raison pour pas avancer. J'avais donc des tensions. Si à l'époque j'avais eu l'holacratie, j'arrivais en réunion de gouvernance avec mes tensions, et ces tensions ont été transformées en évolution, petit pas par petit pas, en évolution de la structure même d'organisation, en évolution de peut-être qu'on va créer un nouveau rôle, un nouvel organe de l'organisation. Peut-être qu'on va modifier cet organe. Alors, quels nouveaux organes vous créez, qui n'existent pas, par exemple, ou c'est juste une recomposition de ce qui existe Il y a des nouveaux organes qui existent dans ce type de modèle holacratique ou holarchique, qu'on ne trouve pas dans la structure pyramidale, par exemple, en dehors de ces réunions par exemple, toutes les 6 semaines de gouvernance. Oui, c'est-à-dire qu'on oublie la structure pyramidale, n'existe plus, elle est remplacée par une holarchie de cercles. Donc toutes les personnes font partie d'un cercle, et chaque cercle, donc dans tous les étages ou tous les endroits de l'organisation, chacun fait partie au moins d'un cercle, voire de plusieurs, et donc participe à une réunion de gouvernance. Les cercles sont autonomes en termes de gouvernance, même si tous les cercles sont alignés dans le même sens, sinon ça ferait une cellule cancéreuse, sont alignés dans le même sens pour l'organisation.
Donc les rôles, il y a une boîte à outils qui permet de fabriquer C'est des rôles. intéressant d'ailleurs cette notion de cercle, où on voit déjà cette volonté de circulation, de quelque chose qui est réparti. Oui, tout à fait, avec une membrane qui permet de bien différencier tout en autorisant les échanges. Donc c'est les échanges avec l'extérieur à travers cette membrane. Il y a un tout, il y a une entité, il y a un travail consistant dans ce cercle-là. Oui. Alors comment on appelle encore les managers des managers? Ils ont un autre nom ou Oui. chacun se comporte effectivement différemment? Comment s'articulent ces différents cercles, ces différentes couches ou interpénétrées? Ce ne sont peut-être même pas des couches, ce sont peut-être des choses qui sont plus processuelles ou de type projet ou... Donc, beaucoup de questions. Oui, on change le vocabulaire du mot manager, même s'il y a une activité qui continue, qui ressemble et qui est similaire. On va passer du nom de manager au nom de premier lien. Parce qu'en premier lien. En fait, on revient à la structure holarchique. Dans la structure holarchique, en fait, c'est des poupées russes, tout simplement. Donc, il y a le cercle, le plus grand cercle, c'est le cercle de l'ensemble de l'entreprise. Et puis après, dans ce cercle, il va y avoir un cercle commercial, par exemple, un cercle production, je sais pas quoi, et puis un cercle distribution. Et puis dans le cercle production, il va y avoir l'usine 1, l'usine 2, l'usine 3. C'est une grosse entreprise à 3 usines. Et donc la question, quand on monte une structure holarchique à l'échelle, c'est la question que vous posez, qui est la question des liaisons entre le super-cercle et les sous-cercles. Bon, dans les organisations conventionnelles, ça passe par un manager qui est coincé, qui devient assez vite schizophrène, parce qu'il ne sait plus à un moment donné s'il doit privilégier le haut, c'est-à-dire il est d'abord dans le cercle du haut et il doit aligner le bas, ou s'il doit rester connecté au terrain, et auquel cas il risque de se déconnecter du haut. S'il veut rester, ma recommandation, c'est toujours rester en haut. Quitte à être déconnecté du bas, ça fait moins mal que de rester connecté en bas. Bon. Et déconnecté du haut, c'est ce qui fait qu'on sort de l'organisation très vite. Oui, très vite, très vite. Et donc, c'est juste de reconnaître, et je pense que l'holacratie, c'est simplement de regarder la réalité en face. C'est impossible pour un être humain de gérer ces deux polarités, ces deux énergies complètement différentes. Donc, en holacratie, on va passer par deux rôles, même pas des humains, des rôles. Donc, il y a le premier rôle qui va aligner le sous-cercle par rapport au cercle du dessus, du super-cercle. Et c'est le manager autrefois, mais qu'on appelle maintenant premier lien, sauf qu'il est libéré de la deuxième partie, parce qu'au sein du sous-cercle, on va aussi avoir un rôle qui s'appelle le second lien, qui lui est chargé de gérer toutes les tensions qui sont propres au sous-cercle et de les remonter au niveau du cercle du haut. Ce qui fait qu'au niveau du cercle, du super-cercle, si vous voulez, on se retrouve avec deux liens pour représenter un sous-cercle. Et on se retrouve avec des liens, c'est-à-dire une compréhension, on va dire, j'allais dire presque psychanalytique, de ce qui se passe à côté de moi, dans l'organisation, de ce que j'ai à faire pour me relier à cette différente chaîne, peut-être. On appelle ça des liens. J'avais pas vu ça comme ça, intéressant. Donc vous reliez, donc l'holacratie est une nouvelle religion. Pas du tout. Au sens premier, de relier. Donc ces liens, en fait, ce sont des rôles. Donc le premier lien, pour revenir à votre question, c'est ce qu'autrefois on appelait un manager. Sauf que là, maintenant, le système de délégation, il est dynamique et automatique, par la construction même de l'espace de gouvernance. 2, le système de restructuration, il est aussi dynamique. Il se fait à travers les réunions de gouvernance en réunion. 3, la gestion des tensions. Vous vous rappelez, quand vous êtes manager, vous passez beaucoup de temps à gérer les tensions de vos collaborateurs, puisque eux-mêmes ne peuvent pas les prendre en compte. De toute façon, il n'y a pas les process pour. Vous n'avez plus à les gérer. Un collaborateur qui a une tension, maintenant, il a tous les processus pour gérer sa tension. Le job un bon manager, qui devient premier lien, ne gère plus les tensions des autres. Il enlève cet habit de héros pesant et de sauveur, qui permet d'ailleurs de sortir de ce fameux triangle cher à Karpman, pardon. Et donc, il n'a plus à gérer les tensions. Et enfin, 4e bénéfice pour le manager, il y en a 5e. 4e bénéfice, en plus, il n'a plus à gérer du bas vers le haut. Et le 5e, qui à mon avis n'est pas les moindres, beaucoup de compassion pour les managers. Le 5e, c'est que ce job-là, maintenant, c'est un job à 10%, c'est plus un job à temps plein. Donc, rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Avant d'être manager, moi, je faisais des trucs. J'avais des compétences et j'avais envie de continuer. Et donc, on peut exprimer encore ces compétences. Absolument, vous vous rendez compte ? On peut imaginer avoir des managers compétents maintenant dans des domaines d'expertise.
c'est formidable. L'holacratie pour devenir et utiliser des managers compétents. Ça serait un bon. Mettez-vous dans la peau des managers. Qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leur niveau de compétence et puis arrivé à un certain stade, s'ils grimpent pas, ils sont jetés dehors. C'est dommage parce que là, en plus, ils peuvent transmettre. En plus. Et donc voilà. Donc donc on peut dire, si vous voulez, qu'entre le premier lien, il y a un shift. Vous avez touché du doigt tout de suite, Yannick, le shift, le changement le plus important, c'est la transition du manager vers ce premier lien. Et dans nos accompagnements dans les organisations, on met l'emphase là-dessus parce que c'est ça qui est un levier pour faire la bascule. Alors, si on veut en savoir plus sur votre travail et sur l'holacratie, on peut retrouver ça via votre site. Oui, le site, c'est un URL simple à se rappeler, c'est réinventer, ou à l'infinitif, réinventer le monde du travail.com. Ça devrait passer à la radio. Réinventer le monde du travail.com. Et on peut taper aussi holacratie, oui, Bernard-Marie Chiquet, et on a un certain nombre de vidéos sur justement de réunions de gouvernance pour voir un petit peu comment ça se passe, comment on passe de manager à premier lien. On a mis beaucoup de choses en ligne, des vidéos de présentation, des ressources, il y a beaucoup de ressources et on en met toujours davantage. On est en train de boucler, là ce matin j'ai terminé le dernier chapitre d'une bande dessinée qui devrait sortir avant la fin de l'été, avant l'été. J'espère que c'est pas un lapsus. Je voudrais vraiment que ça sorte avant l'été. En tout cas, tout est prêt pour ça. Pour expliquer, et la BD, c'est un support extraordinaire par rapport à un livre. On avait hésité entre les deux, justement, pour faire passer le message. Alors, on va passer maintenant à notre questionnaire « Changer le monde ». Alors, première question, on s'est aperçu de quelque chose, ceux qui changent le monde ou font évoluer la société grimpaient aux arbres quand ils étaient petits. Vous grimpiez aux arbres quand vous étiez petit? Oui. Enfin, j'étais tout le temps en forêt. Peut-être que le lien avec les arbres et la forêt... J'avais la chance d'être dans une immense propriété et j'étais tout le temps dehors, dans la forêt. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui me fait rêver? C'est de découvrir, d'apprendre. D'apprendre davantage. C'est ça qui me fait... c'est ça qui me fait rêver. Quel est votre rapport aux autres? Mon apport aux autres ou mon rapport aux autres? Les deux. Mon apport aux autres, je suis quelqu'un qui adore partager. Ce qui fait que, n'étant pas formateur à l'origine, j'ai beaucoup de retours qui me disent « Waouh, t'as beaucoup de pédagogie. » Je passe beaucoup de temps à essayer de transmettre ce dont on parle là maintenant, qui n'est pas facile, trouver des métaphores. J'adore ça. J'adore nourrir les autres. Je crois que ça me caractérise, nourrir les autres. Voilà. Et mon rapport aux autres, il est... j'ai une posture... j'essaie de me soigner. J'ai une posture où je tombe assez facilement dans le rôle du sauveur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en étant sauveur, je rendais service à personne, surtout pas à moi d'ailleurs. Je pense que les sauveurs ont une durée de vie beaucoup plus courte que les autres. Voilà, donc... Attention, passer peut-être du sauveur au lien, au premier lien. Le shift, c'est ça. On passe, le manager était un sauveur par construction, et il passe à une posture plus neutre. Il permet de sortir laisser le collaborateur devenir créateur. J'adore ça. Ça, par exemple, j'adore. Qui me fait rêver, voilà. J'ai pas réfléchi à ça avant, mais ce qui me fait rêver, c'est de voir, et je le vois. C'est plus que ça me fait rêver, ça me touche, parce que je le vois, je le vis, c'est du concret. Des personnes qui étaient non connues. Parce que vous savez, dans les organisations, pour réussir, il ne faut pas être compétent, il faut montrer qu'on est compétent. C'est très différent. Avec l'holacratie, on ne peut plus cacher ça. Donc ceux qui n'étaient pas compétents et qui faisaient croire qu'ils étaient compétents, ça se voit tout de suite. C'est pas bon pour eux. Ceux qui étaient compétents, que ça ne se voyait pas parce que les managers reprenaient le truc, ça se voit tout de suite aussi. Ces gens-là, souvent, qui sont introvertis, les voir se réveiller parce qu'ils ont un contexte, une structure qui leur permet. Et là, tout de suite à l'image, je me rappelle j'ai fait beaucoup d'interventions, et une femme introvertie qui dans un board, dans un conseil d'administration, qui ne parlait pas du tout, jamais. Et grâce à la mise en place de cette forme de structure, elle a pu parler. Et elle a parlé de manière extraordinaire. Ils étaient tous sur les fesses, passez-moi l'expression. Et à la sortie, j'entendais dans les couloirs, waouh, cette femme-là, elle pourrait devenir notre présidente. Ça me touche beaucoup. En fait, de révéler, de catalyser, révéler. Ouais, merci, j'y arrivais. De révéler, d'enlever le nuage d'illusion et d'aller là. On va regarder la vraie vie.
Ça me touche L'essence. beaucoup. Ouais. Ce qui me touche aussi beaucoup, c'est, en tout cas moi personnellement, c'est de pouvoir être moi-même, tout cru sans sauce. C'est impossible dans les organisations conventionnelles. Impossible. On vous force, il y a une matrice qui vous force à adopter des comportements. Des voiles. Il faut, je me rappelle une société à laquelle j'étais, il fallait pas fermer la cravate. Enfin voilà, il y avait une façon de marcher, une vitesse pour marcher, une façon de dire bonjour. Waouh, non. De s'habiller, de se comporter. Mais si j'ai pas envie de dire bonjour le Une matin, sémantique. si j'ai pas envie de dire bonjour le matin, où est le problème si je fais mon boulot? Où est le problème? Être moi-même dans les organisations, ça c'est un luxe énorme, en tout cas pour moi. Qu'est-ce qui vous donne envie de changer le monde? Il y a quelques années, j'avais une grande arrogance et je pouvais vous tenir des heures sur la façon dont il fallait changer le monde. Maintenant, j'ai compris. J'ai changé de registre. Qui peut répondre à cette question? Quelle arrogance de vouloir répondre à cette question? C'est rentrer en compétition avec Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, ou avec l'évolution. Non, moi j'ai une autre approche et je sais que je sers le monde, je le sens, je ne sais pas le dire, c'est pas mental, je le sens, quand je suis dans ma zone de talent, et je le sais quand je suis dans ma zone de talent. Et moi j'ai décidé, il y a longtemps maintenant, de ne faire que ce que j'aimais faire. Donc du coup, je suis dans ma zone de talent, et maintenant les gens commencent à payer pour ça. Ce qui est le bonheur. Pour moi, c'est vraiment le plus grand luxe. Et en étant dans ma zone de talent, je sais que ce à quoi je contribue, même si je sais pas forcément l'expliquer, je vais pouvoir l'expliquer avec l'expérience, contribue à aller dans le bon sens. Et le bon sens, pour moi, il y en a qu'un, c'est le sens de la réalité, c'est le sens de l'évolution. Laissons-la faire le boulot. Elle le fait déjà. Mais accompagnons-la plutôt que de vouloir l'enfermer, et de ne pas faire face à la réalité. Je crois qu'un des plus grands enjeux pour moi, c'est de faire face, d'accepter la réalité, surtout quand elle ne me plaît pas, et de faire un avec elle. Je crois que c'est... Et ça, on le retrouve. Et je retrouve ça dans la pratique de l'holacratie. C'est impitoyable. Impitoyable. La réalité, elle revient comme un miroir. Ah oui, tu dis, Bernard-Marie, que tu as une tension organisationnelle. Est-ce que tu n'es pas en train de vouloir contrôler tout le monde? Ce qui est un de mes travers. Oui. Faire avec la réalité. Alors, faire avec la réalité, vous avez parlé aussi donc de talent. On va prochainement avoir une émission sur comment approcher son don, son génie créatif, pour pouvoir être aligné avec soi-même, les organisations et son rapport au monde. Waouh! Alors ça, c'est un sujet passionnant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus dans ces 8 dernières années. Passionnant, vraiment passionnant. Qu'est-ce qui souhaite à tout le monde d'avoir de le l'occasion. trouver. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on va avoir cette émission. Qu'est-ce qui vous pousse? Un besoin de... Moi, comme je dis toujours, je suis un homme de pouvoir. Je le dis pour provoquer, parce que j'adore transformer les mots. Pouvoir, performance, travail. Je suis un homme de pouvoir au sens où je veux développer ma capacité à créer. J'adore créer. La BD, là, ça me met en... Créer un truc qui va servir. J'adore ça. Donner une formation de 2 jours où je vois les changements de conscience, les ouvertures que ça crée des personnes qui me renvoient ça, je crée quelque chose. J'ai l'impression de contribuer. Voilà, je suis un homme de pouvoir et j'en veux davantage, mais sans dominer qui que ce soit. En alchimie, on dirait que le pouvoir, c'est peut-être pourvoir, peut-être autre chose derrière les apparences. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est une race qui, on pourrait dire de cette race qu'elle est la race la plus évoluée sur la planète Terre. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et puis après, moi, je prends un peu de recul. Je dis, waouh, elle n'est pas si évoluée que ça. On a du taf, on a du boulot devant nous. Je pense que l'homme, c'est le vaisseau. Je suis content de. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais sur cette planète Terre? Je devais être complètement bourré le jour où j'ai décidé de venir m'incarner ou je sais pas quoi. Et puis après, je me dis, non, quelle formidable aventure, pas confortable du tout, beaucoup de compassion pour tous les êtres humains dans moi-même. Quelle formidable aventure, parce que l'homme est sûrement, c'est le vecteur qui a la dimension mentale. Donc les autres races, elles ont le physique, elles ont l'émotionnel, mais elles n'ont pas le mental. On a le mental. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'après. Qu'est-ce qu'il va y avoir après le mental? Et l'holacratie en plein dedans, parce que c'est les limites du mental. Quand je vous parlais de faire face à la réalité, ce qui nous empêche de faire face à la réalité, c'est bien la limite du mental. Et on est dedans, là. Donc, j'ai hâte. J'espère que je vais vivre assez vieux pour voir quelque chose où on va dépasser le mental et arriver à une autre dimension. Et l'homme, c'est le pionnier là-dessus. Qu'est-ce que la femme? Ah
Alors, peut-être des petites réponses courtes. Ah, ok. J'ai répondu de façon androgyne. C'est très bien. Peut-être que l'homme avec un grand H est androgyne. Donc c'est peut-être l'évolution du monde. Oui, c'est vrai que une androgynie au moins spirituelle. C'est vrai que le sexe, c'est pas quelque chose qui facilite l'évolution des êtres humains, vu de mon point de vue. Qu'est-ce que l'humanité alors ? Ah, l'humanité, l'humanité, c'est ce terrain. Hein, on revient toujours à l'homme. C'est ce terrain. Travailler ce terrain d'humanité, ce qui fait qu'il y a des jeux psychologiques, il y a des polarités. Faire avec tout ça et intégrer les polarités. Et transcender. Et on a le terrain. Pour moi, humanité, c'est comme l'humus, c'est le terrain. On n'est pas c'est pas de la terre, c'est pas du terrain de la terre, mais c'est une autre forme de terrain. Qui permet de planter et de faire germer quelque chose. Absolument, sur des plans qui sont moins terrestres, mais sur le plan du mental, sur le plan émotionnel, mais qui permet effectivement de faire pousser d'autres choses. Quels sont vos idéaux ? En tout cas, je vais répondre de la manière suivante. Qu'est-ce que je recherche ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, que j'aimerais bien matérialiser ? En tout cas, c'est l'asymptote que je vis. C'est comment dirais-je, de m'écouter. Mais quand je dis m'écouter, d'être suffisamment, d'être le plus connecté possible. Il y a un endroit, je ne vais pas le dire, il y a un endroit où si vous me posez une question, tout de suite je vais vous donner la réponse, même si je ne sais pas l'expliquer. Et c'est d'être fidèle à ça. Donc c'est une forme d'intégrité à cette petite voix intérieure qui marche de plus en plus, sans complaisance, avec bienveillance, mais sans aucune complaisance. Un endroit où ça vient de là, et vous pouvez mettre toute la pression du monde. Je suis sorti de ça pour donner une réponse, ma réponse. Une forme d'autonomie, une forme de souveraineté. Voilà, une forme de souveraineté. Écouter sa voix intérieure c'est ça. Qui permet d'être aligné avec ce qu'on est. C'est ça. Quelle est votre richesse ? Ma richesse alors, il y en a plein. La première qui me vient, c'est que je fais ce que j'aime faire tous les jours. Je ne bosse pas. Je ne travaille pas. Et en même temps, je travaille tout le temps. Et j'adore les polarités du mot travail. Je travaille tout le temps et je ne travaille pas. Et c'est un luxe énorme. Qu'est-ce que vous aimez donner ? J'adore partager. Je suis créatif, j'avance, je regarde, j'adore analyser ce qui se passe, d'en tirer des enseignements. J'adore partager ça. J'adore partager. Alors, on va se quitter là-dessus. Pour terminer, une devise, une citation, un aphorisme que vous avez fait vôtre. Ah, waouh, qu'est-ce que... j'ai pas de citation comme ça qui me vient, mais ce qui me vient tout de suite, c'est... En ce moment, ça évolue bien sûr, en ce moment, c'est faire un avec ce qui... La réalité gagne toujours. Ça, c'est le scoop. Pas la peine de projeter, elle gagne toujours. Faire un avec. C'est pas facile. Alors, on va se quitter là-dessus. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, c'est pour chacun, c'est ensemble, et c'est maintenant.